de l'apprentissage passif à l'apprentissage actif grâce à la pandémie. Voilà, tu y arrives et merci. Alors, donc, nous avons deux présentatrices, donc Karen Ferreira-Meyers et le professeur Eugénie Eyan. Donc, Karen Ferreira-Meyers est professeure à l'Université d'Eswatini. Elle est coordinatrice des programmes de langue et elle travaille aussi avec plusieurs organisations internationales. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages scientifiques et ses domaines d'action sont l'autofiction, l'autobiographie, les romans policiers. Elle travaille sur l'enseignement, sur l'apprentissage des langues, sur l'enseignement à distance et sur le e-learning. Et nous avons aussi le professeur Eugénie Eyan, qui est gabonaise, docteur de l'Université Stendhal Grenoble et maître de conférences en didactique des langues, enseignante-chercheur à l'École nationale supérieure de Libreville depuis 1998. Elle participe à la formation d'élèves professeurs, de conseillers, d'inspecteurs. Elle est auteur de plusieurs articles sur l'enseignement-apprentissage de l'espagnol en étrangère et coordonné 3 ouvrages collectifs sur langue, littérature et sciences de l'éducation dans le système éducatif de l'Afrique subsaharienne, les valeurs de la société gabonaise, les valeurs de l'éducation en Afrique d'hier à aujourd'hui, et les directeurs du CRAL, le Centre de recherche appliquée aux arts et aux langues. Elle s'intéresse à la sociodidactique, le plurilinguisme, la formation des enseignants de langue, les manuels, les valeurs dans l'éducation et les TIS. Donc, merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous et parmi nous pour cette rencontre autour de l'apprentissage passif à l'apprentissage actif grâce à la pandémie. Alors, donc, c'est un webinaire qui va durer à peu près 1 heure 30. Donc, vous aurez les deux intervenantes qui vont certainement s'alterner. Et donc, pendant leurs échanges, vous allez avoir les micros qui seront suspendus. Et donc, lorsque quelqu'un voudra peut-être poser des questions ou réagir, il faudra utiliser le chat parce que, pour éviter les interférences. Donc, je pense qu'on va d'abord les écouter et ensuite, vous allez pouvoir poser des questions. Ou bien, Anna, tu proposes que ça se passe de manière plus interactive? Ah, c'est tout. D'accord. De toute façon, vous avez la parole. À Karen Ferreira-Meyers pour cette première. Oui, là, c'est Maintenant, bon. ça va? Oui, c'est bon. OK. Alors, je vais donc commencer en disant déjà, en remerciant les organisateurs de cette petite rencontre, on va dire une rencontre, puisque moi-même enfin le professeur Eugénie et moi-même, on va vous parler un tout petit peu de ce qu'on a vécu pendant et après, enfin pendant la pandémie et comment ça nous a aidé à réfléchir sur ce qui se passe au niveau de l'enseignement. Alors, je vais essayer de mettre… alors, je n'arrive pas… Attendez 2 secondes. J'essaye de mettre mon diaporama en diaporama et ça ne marche pas. C'est pas grave. Alors, le but, en fait, de notre rencontre aujourd'hui, c'est vraiment un peu d'analyser, de discuter en quoi la pandémie a ou aura un effet positif sur l'enseignement-apprentissage et en particulier des langues, puisque le professeur Eugénie et moi-même sommes en fait expertes, spécialistes de l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Et puis réfléchir un peu aux moyens d'améliorer cet enseignement-apprentissage des langues à l'avenir. Et on s'est mis d'accord pour dire que le titre global de nos deux présentations, de nos deux communications, serait ce passage d'un apprentissage plutôt passif à un apprentissage plutôt actif. Et quand on regarde les modes d'engagement, on voit que ça devrait être quelque part une trajectoire plus ou moins acceptée, naturelle, attendue. Et je me concentre surtout sur ce côté actif qui, pour moi,
englobe le constructif et l'interactif, parce que apprendre une langue étrangère, ça ne peut se faire que lorsqu'on s'engage activement, lorsque vraiment on fait des choses. Ce n'est qu'en faisant qu'on arrive à apprendre. Voilà le principe d'apprentissage et d'enseignement qui est à la base de ma réflexion. Alors évidemment, je suis partie du terrain que je connais le mieux, c'est-à-dire les Swatini, une petite nation en développement située dans la partie sud de l'Afrique et soudainement, comme tout le monde, hein, soudainement confrontée à la pandémie au début du mois de mars 2020, c'est-à-dire plus d'un an, il y a déjà plus d'un an. C'est incroyable, mais vrai. Donc, le 13 mars, on a eu notre premier cas. Le 24 mars, l'état d'urgence a été déclaré. Et à partir du 29 mars, on a eu un verrouillage, un confinement partiel, total. Enfin, ça a fluctué un tout petit peu. Ça l'est toujours aujourd'hui. Et tous les niveaux de l'éducation en Eswatini, de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, du formel jusqu'à l'informel, ont ressenti et ressentent encore aujourd'hui l'impact. La réponse commune des établissements d'enseignement a été de fermer tout ce qui était présentiel et de remplacer cet apprentissage en face à face, en présentiel, par un apprentissage en ligne. Je ne peux pas parler de la situation sans relever les défis, la mauvaise connectivité, le coût des données, l'accès à Internet, le manque d'appareils, mais surtout aussi la mauvaise perception des avantages de l'apprentissage en ligne. Et je crois que c'est ce contre lequel nous luttons encore aujourd'hui, tous et toutes. C'est-à-dire que le public en général, mais aussi des collègues de tous les niveaux de l'éducation, ne comprennent pas qu'on puisse apprendre de façon active en ligne. Et donc, c'est en vue un peu de cette lutte que j'aimerais me dire. Donc, cette pandémie, en fait, nous a catapultés dans une nouvelle situation. Mais cette nouvelle situation, comme toute nouvelle situation, nous permet de réviser ce que nous faisions déjà et réfléchir à de nouvelles façons d'enseigner et d'apprendre les langues étrangères. Le point de départ a été que depuis longtemps, l'enseignement des langues était principalement centré sur l'enseignant. Des cours traditionnels, suivis d'activités limitées, avec en fait très peu de participation de la part des étudiants. Voilà le point de départ. Voilà ce qui était en place grossièrement, généralement, un peu partout avant la pandémie. Et pendant la pandémie, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment changer de tactique, vraiment changer de stratégie. Et on a commencé à réfléchir à diverses stratégies conformes, par exemple, à la taxonomie numérique de Bloom, mais aussi à ce qu'on appelle en anglais les 4 C, la collaboration, la pensée critique, la communication et la pensée créative. Et tout cela pour assurer une participation accrue des étudiants. Alors, comme je vous ai dit, l'idée est vraiment de partir de cet apprentissage, de ce principe d'apprentissage actif, puisque c'est par la pratique de la langue qu'un apprenant développe ses compétences linguistiques. Lorsque l'on utilise le contenu grammatical, le vocabulaire, enfin tout ce qui vient voir dans l'apprentissage d'une langue, et lorsqu'on utilise tout ce contenu appris dans la production de phrases, dans une tentative de dialogue, c'est alors que le processus d'apprentissage devient vraiment significatif. Et WhatsApp, les résultats en disent long en fait. WhatsApp est un outil très utile pour pratiquer toutes les compétences, à savoir la lecture, l'écriture, l'écoute, l'expression orale, mais aussi tout ce qui est plus pragmatique, tout ce qui est interculturel, tout ce qui vient voir dans l'apprentissage des langues. Alors, comment essayer de faire quelque chose de plus actif? Bon, à l'Université d'Eswatini, nous utilisons les outils suivants dans notre apprentissage en ligne. D'abord et surtout Moodle, accompagné de sessions sur Zoom ou Big Blue Button. Mais en fait,
les étudiants semblent préférer l'utilisation de WhatsApp, du courrier électronique aussi, mais WhatsApp. Malheureusement, les gestionnaires, la direction de l'université a en fait prescrit Moodle et Zoom. Mais avec tous les problèmes de connexion et des coûts de connexion, en fait, nous voyons très clairement que Zoom est très peu utilisé et qu'on revient donc sur les fonctionnalités de Zoom la plupart du temps. Heureusement, il y a beaucoup à faire sur Zoom pour rendre plus actif l'apprentissage, mais quand même. Bien sûr, en fonction du type d'apprentissage des langues à réaliser, il existe aussi beaucoup de nombreux autres outils en ligne. Hein. Je vous ai mis ici, par exemple, Duolingo, mais il y en a d'autres qui sont payants ou gratuits. Ça dépend un tout petit peu de ce qu'on veut vraiment. Alors, pourquoi WhatsApp? Qu'est-ce que ça nous donne comme apport, comme bénéfice, comme avantage? Une certaine familiarité. Les étudiants, mais aussi les collègues, utilisent déjà WhatsApp pour leur vie personnelle, leur vie professionnelle à un certain niveau. Et donc, on sait ce qui est possible sur WhatsApp, on sait comment c'est facile d'utilisation, en fait. Il y a le rapport coût-efficacité, il y a la polyvalence, et je vous en parlerai d'ici quelques instants. Il y a aussi le fait que ça peut être plus inclusif, ça peut donner l'opportunité à plus de divers types d'étudiants de participer de façon active sur WhatsApp. Ce qui est très important, c'est qu'on peut aligner toutes les activités sur des théories pédagogiques. Par exemple, l'apprentissage actif, mais aussi les théories de l'interaction et toutes ou beaucoup de théories que vous avez principalement adoptées comme étant les vôtres. Alors, comme je vous disais, beaucoup de choses qu'on peut faire sur WhatsApp. On peut organiser des interactions synchrones et asynchrones, donc utiliser WhatsApp comme outil de discussion. On peut produire et diffuser des vidéos, des audios, des podcasts éducatifs, promouvoir la coopération et la collaboration. C'est un outil extraordinaire, à mon avis, pour motiver et stimuler les étudiants à vraiment s'engager à faire quelque chose, à actionner ce qu'ils ont appris, et ça peut renforcer la confiance. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur WhatsApp? C'est-à-dire qu'on peut combiner du texte, des photos, de la vidéo, de l'audio et les petits emojis, hein, que les petites les sourires, les têtes graves, tout ce qu'on a pour exprimer nos émotions. On peut combiner tout cela et sur ce que vous avez à l'écran, vous voyez qu'on peut par exemple dans une activité avoir une combinaison audio-audio ou une combinaison photo-texte ou photo-audio ou texte-texte ou vidéo-texte. Donc, beaucoup de possibilités. Cet écran, je ne l'ai qu'en anglais, mais je crois qu'il est grand temps que je m'occupe à le traduire un de ces jours. Je ne l'ai pas encore trouvé en version française sur le net, mais peut-être qu'il existe. Je ne l'ai pas encore trouvé. En tout cas, ensuite, donc, je vous ai dit, nous travaillons aussi sur Moodle pour essayer de rendre plus actif l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il y a sur Moodle qui nous permet de faire cela? Eh bien, il y a l'environnement de base où il y a beaucoup de ressources et d'activités, mais il y a aussi ces outils qu'on peut ajouter à Moodle, qu'on peut mettre en fonction supplémentaire au logiciel principal. Et ce sont donc des modules d'extension qui peuvent être presque n'importe quel module. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur Moodle? On peut faire des devoirs, ce qui nous permet à nous, enseignants, de noter, de commenter tout ce qui a été créé en ligne ou hors ligne de la part des étudiants. Il y a le chat, ou comme dans le chat sur Zoom,
les participants, tous ceux qui sont présents, peuvent avoir une discussion synchrone. Il y a des questions à choix multiples, mais d'autres questions aussi. On peut travailler avec les étudiants pour faire un glossaire. Ça permet à tout le monde de créer et de tenir à jour une liste d'expressions, de mots, de concepts, un peu comme un dictionnaire. Et bien d'autres choses comme des bases de données, des leçons entières. On peut faire aussi des petites enquêtes. On peut travailler de façon collaborative à un wiki, etc., etc., etc. Alors, ce passage donc à l'apprentissage en ligne nous a permis, en tant qu'enseignants, de repenser la façon dont nous communiquons, mais aussi, comme je vous ai dit, les stratégies d'enseignement. Nous avons donc bien réfléchi à une planification et une prestation des cours de langue davantage centrés sur l'étudiant. Et je crois que là, on doit encore faire un effort pour vraiment ouvrir cet apprentissage et donner l'occasion à l'étudiant de faire encore plus de choix. Hein. Nous tenons encore beaucoup les ficelles en main. Je crois qu'il faut les lâcher prise encore un peu plus. Et les étudiants en langue doivent absolument avoir l'opportunité de démontrer leur capacité à écouter, parler, lire et rédiger. Ce que je trouve que l'environnement en ligne nous a permis, c'est d'accorder une attention encore plus individualisée, plus personnelle aux étudiants et donc de pouvoir bouger, accompagner l'étudiant à différentes étapes. Quelqu'un qui n'a pas de problème pour prendre la parole, on peut travailler sur une autre compétence. Un autre étudiant a du mal à lire et à comprendre un texte, on peut travailler avec l'étudiant, mais on peut aussi laisser travailler les étudiants en binôme. Alors, j'aimerais juste plus ou moins pour terminer ce petit aperçu, j'aimerais aussi me concentrer un tout petit peu sur la collaboration entre enseignants, parce que je crois que là aussi, il y a beaucoup à faire pour que nous puissions passer du passif à l'actif. Et je pense par exemple à un enseignement collaboratif qu'on appelle aussi coopératif ou en équipe, qui implique que les éducateurs travaillent en tandem, en groupe, pour diriger, instruire et encadrer des étudiants individuels ou des groupes d'étudiants. On peut aussi travailler avec des conférences invitées. Chacun de nous a son expertise, sa spécialité. Ne réinventons pas la roue. Demandons à un d'entre vous, une d'entre vous, de faire une petite capsule et de la partager même avec les étudiants. Je crois que c'est quelque chose que nous pouvons facilement faire. Ça nous donnera l'occasion d'utiliser des technologies et des techniques d'enseignement alternatives dans un cours, donc une certaine flexibilité. Cela apporte une expertise dans des domaines, comme je vous ai dit, dans lesquels l'instructeur peut avoir des connaissances limitées. On peut en même temps donner à l'instructeur, à l'enseignant, l'occasion de se concentrer davantage sur certains étudiants, parce que si on est moins impliqué dans l'enseignement du contenu, il y a plus de temps pour prendre du recul et regarder les discussions en ligne et y apporter quelque chose de bien. Alors, voilà quelques exemples d'enseignement collaboratif. Hein. Par exemple, on peut faire un enseignement simultané. On peut diviser, si nous avons de grands groupes, la classe en 2 groupes plus petits et 2 conférenciers peuvent présenter le même matériel et travailler en même temps avec les mêmes étudiants, avec 2 groupes différents d'étudiants. On peut avoir ce que j'appelle des stations d'enseignement où les étudiants travaillent avec moi pendant 15 minutes et puis ils vont voir Ferdinand, Anna, Mireille pour une autre petite capsule de 15 minutes, de 20 minutes. Je crois que là aussi, c'est quelque chose qui va nous réactiver en tant qu'enseignants. Alors, voilà ce que je voulais proposer aujourd'hui.
J'espère que vous avez apprécié cette courte communication. J'attends évidemment avec impatience vos commentaires et vos questions, mais je suppose, on demandera aux organisateurs, mais je suppose qu'on laissera d'abord la parole au professeur Eugénie. Merci beaucoup pour votre attention en tout cas. Merci, Anna. Merci à toi, Karen. Donc, Eugénie Ayon va nous... Bonjour, Eugénie. Tu peux juste activer ton micro. Voilà, oui, c'est bonjour. Bon. Bonjour. Est-ce que je la mets? C'est bon. C'est bon. D'accord, merci. Donc, bonjour à tous. Je remercie le professeur Karen pour cette mise en bouche, ce brillant exposé, parce que je réalise que sans que nous ayons à nous concerter, elle a balayé la partie théorique et elle me permet tout simplement de rentrer dans dans la pratique parce que j'ai voulu prendre un exemple pratique par rapport à mes activités de classe et voir ce que j'ai fait avec mes étudiants pendant la période de pandémie, en sachant que le balayage qu'elle a fait, nous avons eu à le réaliser pendant, on peut dire, pendant l'année 2020 où nous avons œuvré pour qu'il y ait un éveil, on peut dire un éveil autiste, au niveau de l'enseignement supérieur. Ce n'était pas facile, ce n'est pas encore gagné, mais à force d'échanger et au travers des publications, je pense que nous y arriverons. De l'apprentissage passif à l'apprentissage actif grâce à la pandémie. Le cas de WhatsApp au Gabon, tout à l'heure, j'ai apprécié la mise en perspective de WhatsApp et je me rends compte que c'est un outil avec ce que tu as montré qui est facile d'accès, qui est à moindre coût que les étudiants peuvent utiliser. Donc, nous allons parler des objectifs. Nous aurons une introduction, le contexte, quelques éléments sur le cadre apprentissage passif, apprentissage actif. On l'a bien compris tout à l'heure. Le cadre de référence en nous appuyant sur WhatsApp, la méthodologie, les résultats, quelques expériences d'enseignement qui rentrent parfaitement dans le cadre que tu nous as montré. Donc, nous pouvons dire que la pandémie mondiale de coronavirus a changé la vie de milliers de personnes dans le monde. Et les coutumes, les habitudes ont été bouleversées, les relations sociologiques également. Au niveau professionnel et associatif, le télétravail et les visioconférences supplantent désormais les activités en présentiel, en sachant que à des périodes assez fréquentes, on est plus ou moins confiné, on a plus ou moins des moments de couvre-feu où il faut rentrer, où les journées sont écourtées et on est obligé de continuer à travailler, de continuer à exister. Et pour cela, il faut trouver les moyens pour pouvoir échanger. Donc, nous pouvons dire que ce changement de paradigme s'observe même chez les plus conservateurs. Et au niveau de l'éducation, nous avons pu réaliser que des modifications substantielles sont
sont en cours. De nouveaux procédés centrés sur l'apprenant sont intégrés progressivement dans l'acte d'enseignement-apprentissage, en sachant que nous, moi personnellement, en tant que didacticienne, la centration sur l'apprenant ne me pose aucun problème. Au contraire, je vois là qu'on met en fait la personne qui est la plus importante de l'acte d'enseignement-apprentissage, l'acte éducatif, en perspective ou en exergue. Donc, nous avons pu voir que à travers les nombreux outils qu'offrent les technologies de nos jours, on doit proposer des solutions de formation à distance à la portée de la majorité des principaux acteurs. Je dirais que nous avons produit un article sur WhatsApp, sur l'utilisation de WhatsApp au Cameroun avec Laurent Tagné. Et sur le terrain, on a pu commencer à avoir les résultats de cet outil. Donc, nous aurons un triple objectif: montrer la différence entre un apprentissage passif et un apprentissage actif, identifier les taxonomies d'apprentissage et faciliter un apprentissage actif en temps de pandémie. Donc, le contexte, on voit bien que cette pandémie pour laquelle on présage en disant que dans 6 mois, elle va s'arrêter, dans quelques mois, nous allons revenir à nos anciennes habitudes, ne change pas. Au contraire, nous avons de plus en plus de contraintes, donc ce qui doit nous amener à réfléchir davantage pour offrir aux apprenants des outils facilitant leur apprentissage. Donc, situons un peu le cas du Gabon. Au Gabon, la plupart des activités sont menées en face à face, que ce soit de la maternelle à l'université. Donc, la formation à distance est peu développée. On peut dire qu'il y a des structures exogènes telles que Philibert, la Fondation universitaire américaine, ou l'Agence universitaire de la francophonie qui peuvent offrir, qui peuvent dire aujourd'hui qu'elles offrent des formations totalement en ligne. Mais la plupart des institutions locales panachent, donc il y a un mixage, il y a un mélange au niveau des enseignements. Donc, certains cours sont organisés à partir de plateformes disponibles, Zoom, Google Meet, TeamLink, GC Meet, etc. À quelques exceptions près, on peut avoir des Moodle ou MOOC. Mais comment aborder? La question aujourd'hui, c'est de savoir comment aborder l'enseignement à distance, l'enseignement en ligne, lorsque on a pu vérifier sur le terrain. C'est vrai qu'il s'agissait d'un échantillon réduit, mais il est suffisamment représentatif pour voir que sur 2 étudiants sur 10 disposent d'un ordinateur et qu'un seul a Internet à la maison. Donc, et nous avons commencé à travailler. En plus, nous avons commencé à mettre en place une plateforme pour l'apprentissage à distance. Mais nous avons vu que ce soit au niveau des collègues, même au niveau institutionnel, la plateforme n'est pas encore opérationnelle et en réalité, nous ne pouvons pas, au niveau de l'école normale supérieure, j'entends dire que nous faisons des cours en ligne. Mais les exigences liées à la pandémie nous obligent à réfléchir sur les moyens de nous protéger, les moyens de faciliter, de terminer les programmes, les moyens de faciliter les enseignements, de faire en sorte que la dissymétrie qui doit exister entre l'enseignant et l'apprenant puisse se faire. Et donc, lorsqu'on observe nos étudiants, nous réalisons que 90% d'entre eux disposent d'un téléphone Android. Donc, que faire? Le choix
donc de WhatsApp est tout indiqué. Le WhatsApp se fait plus facilement. Ils ont des téléphones et on utilise donc WhatsApp. Pourquoi parler d'apprentissage, comment passer de l'apprentissage passif à l'apprentissage actif? Parler de l'apprentissage consiste, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à se positionner dans l'acte éducatif du côté de celui qui apprend, de celui qui est en situation d'acquisition de connaissances. Et passer de l'apprentissage passif à l'apprentissage actif revient donc à impliquer l'étudiant. Nous l'avons vu dans toutes les explications que Karen a données tout à l'heure, impliquer l'étudiant dans la construction de l'apprentissage de sa formation, engager l'étudiant dans un traitement en profondeur de la matière, construire l'apprentissage par l'interaction avec l'enseignant et avec les autres apprenants, concevoir l'apprentissage comme une évolution des connaissances et des compétences. Donc, ce tableau n'est pas inconnu pour ce qui concerne l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Nous avons vu qu'au niveau des langues étrangères, il y a eu une évolution où on est passé de la centration sur l'enseignant à la centration sur l'apprenant. Aujourd'hui, on est sur la centration sur l'apprenant. Donc, si l'élève est au centre de l'apprentissage, il est important de l'outiller. Il faut qu'il soit impliqué, il faut qu'on utilise des stratégies qui l'amènent à se sentir valorisé, à se sentir concerné par la formation qu'il suit. Donc, l'apprenant doit être capable de mobiliser ses connaissances depuis la classe de maternelle jusqu'au niveau où il se trouve. Et moi, j'aime bien poser la question à mes étudiants de savoir pourquoi faisiez-vous des problèmes, est-ce que en classe de CM1, CM2, nous avons tous des souvenirs de ces fameux problèmes qui étaient difficiles à résoudre, où l'instituteur, le maître disait que personne ne sort si on ne trouve de solution. Donc, cela montre que lorsqu'on a vu ces problèmes et que finalement, malgré la difficulté du problème, on arrivait à trouver une solution, cela nous montre qu'aujourd'hui, quel que soit le problème auquel nous faisons face, il y a une solution. Donc, vous devez là mobiliser les connaissances que vous avez vues au niveau de l'école de la maternelle, au niveau de l'école primaire, au niveau du collège, du lycée et premières années de l'université, dans votre parcours. Donc, on va essayer de voir comment, quelles sont les expériences que nous avons menées. Donc, nous avons eu des expériences avec les masters et des expériences avec les masters 2 et les expériences avec les masters. Il manque une diapositive. J'ai l'impression que j'ai perdu une diapositive. Wow. Elle est où? J'ai dû perdre une diapositive. Parce que dans la diapositive, avant de passer aux expériences d'enseignement et d'apprentissage, au niveau méthodologique, nous avons fait le choix. Nous avons fait le choix de montrer qu'il était important que les élèves, que les étudiants ou les élèves professeurs aient deux activités de deux ordres. Des activités basiques au niveau de la taxonomie, donc des activités qui consistent à identifier, définir, comprendre et appliquer. Et ensuite, des activités du niveau plus complexe qui consistent à analyser, synthétiser et créer. Donc,
pour les activités de niveau 1, il n'y avait en réalité aucune difficulté puisqu'ils sont familiers de ces activités-là. Mais les activités de niveau 2 nécessitaient un encadrement plus pesant de l'enseignant. Lorsqu'on regarde cette diapositive, nous voyons que ici, nous avons des documents audio. Des documents audio produits par les étudiants qui s'enregistraient pour faire l'analyse d'un support. L'analyse d'un support. Donc, ils s'enregistraient et ici, c'est vrai que les réponses sont en espagnol. Donc, ici, nous avons quelqu'un qui dit « c'est un peu difficile ». Résultat un poco difficile. C'est un peu difficile. Et je réponds ici, il faut hay que escuchar a los primeros. Donc, l'étudiant dit que c'est difficile pour elle de reprendre, de produire cet énoncé verbal. Et je lui demande d'écouter ce que les autres ont produit pour qu'elle puisse y arriver. Donc, lorsqu'elle y arrive, il y a quelqu'un d'autre qui produit un énoncé ici, et je lui dis, OK, la traduction est autorisée. La traduction est autorisée, la méthode intégrale englobe tous les aspects des autres méthodes. Et il répond, oui, ça prend en compte les aspects des autres méthodes, en plus des aspects que j'ignorais. Donc, cette activité permet à l'étudiant non seulement d'imiter ceux qui réussissent, mais également de réaliser qu'il y a eu apprentissage, qu'il a pu réaliser, il y a un shift, au niveau de ses connaissances qui lui permet de réaliser qu'il a appris quelque chose. Donc, à la fin de l'activité, ici, ils disent non, je crois que je suis passé à l'autre. Non, je suis passé à une autre. Non. Je reviens à je reviens ici. Je reviens ici. Donc, ici, au niveau de cette diapositive, les étudiants remercient. Ah, merci madame. Merci pour les connaissances transmises. Que Dieu vous bénisse. Bon, après, merci madame. Pourquoi merci madame? Parce qu'ils se sont sentis valorisés, ils ont réalisé qu'ils ont appris quelque chose et que ce n'était pas transmissif, mais au contraire, il y a eu un mouvement au niveau de leur activité cognitive. Donc, nous voyons la suite. Ici, c'est un autre groupe d'étudiants. Donc, sur la définition d'un concept, la définition de la méthode communicative. Donc, les autres l'obligent à définir la méthode communicative. Donc, quand il donne, il dit ah, merci pour ta définition, gracias pour toute définition de la méthode communicative. Et à ce moment-là, les autres commencent à jouer le rôle de l'enseignant. Ils l'encouragent. Donc, lorsqu'on passe ici, il a donné la réponse et quelqu'un lui dit « cum
le document que, que tu as envoyé est de bonne... ce serait bien que tu l'envoies et c'est nécessaire que toi-même, tu essayes de nous donner l'idée du document que tu envoies. Et l'autre répond la préparation d'un cours. Donc, tu es en train de rentrer progressivement dans la préparation d'un cours, la préparation d'une fiche pédagogique. Donc, leur interaction, on voit ici exactement, quelqu'un dit vraiment c'est vrai, c'est ce que tu dis, ou autrement dit. Donc, quelqu'un récapitule ce qui a été dit ici, autrement dit, la méthode communicative est centrée sur le contenu. Donc, à la fin, quelqu'un récapitule. Il y a un autre qui récapitule ici l'activité en disant, selon mon point de vue, il est important de s'imprégner, d'approfondir, de prendre en compte la situation psychologique de l'élève. L'enseignant doit connaître non seulement la mentalité de ses apprenants, mais aussi dominer, connaître leur origine sociale, leur âge, leur relation, en fait, leur vie en société, afin de créer avec eux, afin d'avoir avec eux des relations, en fait, une ambiance positive en classe. Donc, on voit que là, ce n'est pas l'enseignant observe tout simplement les interactions qui existent entre les élèves, entre les apprenants, et de temps en temps, l'enseignant recentre le débat. Ici, nous avons eu une activité de production. Une activité de production où ils ont fait donc Eugénie, on ne t'entend plus. Tu es toujours là? Si je suis là, en fait, j'étais en train de régler le son de la vidéo. Je ne sais pas si vous l'entendez. Vous entendez? Non, on n'entend pas. Vas-y. J'essaie de... Donc, c'est un débat de quelques minutes sur la pandémie. Donc, cet exercice, il s'enregistre. Après, ils vont s'auto-observer pour voir quelles sont les erreurs qui ont été faites, pour voir s'ils se sont rapprochés des voix natives, de la compétence linguistique du natif. S'ils ont pu ajouter des informations, s'ils ont pu répondre aux questions qui ont été posées par les uns et les autres et respecter la consigne qui a été donnée par le professeur. Donc, ces vidéos sont présentes dans la classe virtuelle. Elles sont présentes dans la classe virtuelle et tous les étudiants ont la possibilité de voir les vidéos des uns des autres, ce qui crée une certaine émulation entre eux, et des encouragements, et également que nous avons pu voir que pendant ces activités, les étudiants étaient plus impliqués. Donc, ils étaient plus impliqués, beaucoup plus engagés dans leurs activités et chacun essayait de donner le meilleur de lui-même. Donc, dans les activités d'autocorrection, d'hétérocorrection, donc évaluation des interventions des uns et des autres, l'élève, l'apprenant, développe l'estime de soi, ce qui est différent
de l'apprentissage passif, directif, où le professeur, l'enseignant apparaît comme le juge. Et même là, en jouant le jeu, ce qui crée souvent des inhibitions en présentiel, où ils ont honte de prendre la parole, ils ont du mal à s'exprimer, ne s'est pas manifesté lors de ces activités en distanciel. Donc, je peux dire que le distanciel va réveiller les héros. Le distanciel va permettre à celui qui, par rapport au regard des autres, n'intervient pas en classe, a du mal à développer ses capacités de prendre la parole. Parce que n'oublions pas que pour la classe de langue, nous avons, l'apprenant doit certes répondre aux questions, mais il doit développer les compétences langagières. Il doit pouvoir écouter, il doit pouvoir parler, il doit pouvoir s'exprimer et écrire. Lorsque nous revenons aux activités présentielles, nous avons remarqué qu'il y avait une nette différence où, en fait, les anciens schémas où presque il faut insister pour que chacun lève le doigt, revenait, il fallait insister pour que qu'ils soient capables de construire leur discours, de développer leurs compétences discursives. Donc, on a vu une nette différence entre le présentiel et le distanciel. Parce que je vous disais que toutes ces activités-là ne peuvent pas se dérouler à partir de WhatsApp. Donc, il est important de poursuivre le travail collaboratif, de travailler les habiletés écrites au niveau individuel. Parce que, en fait, ce qui est intéressant pour WhatsApp, c'est qu'il faut que les effectifs soient contenables. Si vous avez 100 étudiants, même si la capacité WhatsApp est grande, c'est difficile de suivre 100 étudiants au niveau individuel parce que même s'ils interviennent, même s'il faut après qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait un suivi inbox. Donc, si les effectifs sont pléthoriques, c'est difficile de suivre les étudiants. Donc, pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que ces activités, ces formations à distance ont des limites. Et je crois que même pour ceux qui offrent le tout en ligne, les étudiants, le public cible a toujours besoin à un moment donné d'un contact humain, d'activités présentielles. Mais le plus ou la valeur ajoutée de ces formations est qu'elles nous permettent de ne plus retourner à nos anciennes habitudes. C'est-à-dire qu'en ayant éveillé chez l'apprenant l'envie d'apprendre, l'envie de s'impliquer, l'envie l'idée qu'il est important, il faut maintenir cet apprentissage actif même en présentiel. Même en présentiel. Pourquoi? Parce que lorsque l'élève est impliqué, lorsqu'ils se sont concernés, même le dernier de la classe, s'il est valorisé, il va faire des exploits.
La deuxième limite que j'ai pu remarquer, c'est que, comme je le disais au départ, la formation à distance n'est pas pratiquée par tous, Donc, lorsque nous la pratiquons, nous réalisons que la culture d'apprentissage de nos étudiants, parce que nous ne sommes pas les seuls enseignants, la culture d'apprentissage de nos étudiants est un frein parce que beaucoup sont habitués à prendre des notes, à ce que l'on dicte. Parce que lorsqu'on revient, on demande de développer une activité métalinguistique, métacognitive. Il faut remobiliser les troupes parce que le distanciel apparaît un peu comme un jeu. Donc, puisque c'est un jeu, mais on ne réalise pas que c'est un jeu à apprendre, donc on le fait beaucoup plus aisément. Alors que quand on est en classe, dans un cadre formel, il y a certaines attitudes que l'on a adoptées, que l'on a développées, qui reviennent et pour lesquelles nous devons rompre. Donc, s'il y a des questions, bien, merci. Si vous avez des questions. Merci Eugénie. Merci Eugénie, merci Karen. Alors, merci pour vos deux présentations très intéressantes. Le débat avait même déjà commencé dans le chat. Donc, de manière sommaire, on retient de vos deux présentations que finalement la pandémie a été, comme disait Karen, un stimulus pour passer, pour penser de nouvelles situations didactiques pour l'enseignement et l'apprentissage des langues. Vous avez principalement présenté un outil qui est aujourd'hui presque connu, on peut dire connu de tous, c'est WhatsApp, préféré des étudiants, pas seulement en Eswatini, mais je pense que même ici au niveau du Gabon, on a vu avec l'expérience de Laurent qu'au Cameroun aussi, c'est assez utilisé. Bien sûr, il y a Moodle, il y a Zoom, qui sont peut-être préconisés par les institutions, mais un peu, comme c'est plus coûteux, donc c'est peut-être pas les plateformes derrière lesquelles vont spontanément les étudiants. Alors, donc, il y a beaucoup de questions. Anna, est-ce que tu veux qu'on procède de quelle manière? Est-ce que je lance la première question? Vas-y, avec plaisir. D'accord. Alors, donc, déjà, il y a Karen elle-même qui a presque lancé le débat lorsqu'elle disait, est-ce que nous allons vraiment jusqu'au fond lorsqu'on parle d'apprentissage centré sur l'apprenant? Est-ce que l'apprenant peut faire un parcours individualisé, choisir ce qu'il veut apprendre? Est-ce possible dans les programmes que nous concevons pour eux? Et je répondais à Karen en disant qu'en fait, sa question ouvrait encore d'autres questions parce que est-ce que c'est l'apprenant qui fixe les objectifs de formation? À partir du moment où c'est l'institution qui fixe les objectifs, donc c'est l'institution aussi qui va donc établir par exemple le plan de formation et qui va orienter. Mais je pense que Karen va déjà prendre la parole parce que il y a eu un petit débat là-dessus. Et donc, par rapport à ça, Ferdinand lui demandait quelles ont été les difficultés pour la mise en œuvre de cette expérience, donc en Eswatini. Comment vous avez géré l'inégalité de l'accès aux outils, surtout l'inégalité concernant Internet, et quel a été l'apport des parents? Je vais d'abord m'arrêter là. Karen? Mireille, je voudrais juste aller un peu dans la même direction pour poser une question à Karen, parce que en fait, je me demande si tout cela, on ne devrait pas repenser le système éducatif quelque part, dans le sens où il faudrait flexibiliser les temps d'apprentissage. Eugénie et Yann ont parlé aussi, je pense, à un certain moment. Donc, repenser les contenus, repenser les interactions, mais aussi peut-être repenser les temps d'apprentissage. On ne peut pas tenir 3 heures sur un Zoom, par exemple.
où tu parlais à un moment de différentes manières de fonctionner en collaboration. Donc, est-ce que tu penses que cela peut amener à repenser le processus quelque part dans ses bases? Voilà, Oui, vaste question pour toi, Karen. oui, oui, beaucoup de questions et beaucoup de vastes questions, c'est vrai, mais je crois que c'est vraiment important pour nous de poser ces questions. C'est sûr qu'on n'a pas la réponse, on n'a pas la solution, puisque, bon, déjà, on est dans différents contextes, donc chaque contexte aura besoin de sa solution, mais je crois que, en gros, ce que la pandémie nous a montré, je pense, c'est que ce qu'on faisait ne marchait pas tout à fait, n'aboutissait pas à ce que nous voulions. Et donc, je crois que ce questionnement est un début. Et avec ce questionnement, nous allons pouvoir trouver des réponses. C'est vrai que ce que le en ligne, ce que la technologie nous permet de faire, en fait, c'est d'apprendre, d'enseigner n'importe où et à n'importe quel moment. Là, le fait d'être dans un transport public et de pouvoir étudier, de pouvoir lire quelque chose, de pouvoir apprendre quelque chose, c'est très important parce que ça veut dire qu'au moment où mon esprit est éveillé, où j'ai un besoin d'apprentissage, je peux le faire de façon immédiate. Et je crois que là, ça change vraiment tout ce que nous avons eu comme idée de base lorsque nous avons mis en place des institutions d'enseignement primaire, secondaire, supérieur. Pourquoi est-ce qu'il faut que de 8 à 5 ou de 9 à 6, nous soyons dans un endroit tous ensemble pour apprendre quelque chose? Moi, ce jour-là, je suis fatiguée, je suis crevée, je n'arrive pas à apprendre. C'est donc du perdu, c'est un temps perdu, c'est un contenu perdu. Le fait de pouvoir revoir un contenu à plusieurs reprises, comme en ce moment, nous sommes en train d'enregistrer ce que nous faisons. Demain, je peux revoir ce qui a été dit, je peux réfléchir à tout ce qui a été dit. Je crois que ça, c'est vraiment tous des apports importants. Je m'arrêterai là, hein. Pas de réponse, pas de solution immédiate, mais des pistes de réflexion. Eugénie, à toi? Au micro, Eugénie. Oui, je crois que euh, la, la refondation a commencé et que même pour les publics captifs, c'est-à-dire qu'en contexte scolaire où on sait que ce n'est pas l'apprenant qui fait les programmes, ce n'est pas lui qui pense les curricula, l'idéologie qui est mise en avant, c'est que l'apprenant puisse avoir l'impression que c'est lui qui tient la barre, alors qu'en réalité, on l'amène. En fait, c'est une prise de responsabilité progressive pour qu'il fasse les meilleurs choix. Et la réflexion qui est en jeu aujourd'hui, je le disais, elle est pour les, je ne peux pas dire les non-initiés, mais parce qu'on voit que l'homme est au centre. L'homme doit être au centre de son activité. Et l'apprenant, même il a 3 ans, lorsque je parle de la maternelle, il a 5 ans, il a 7 ans, c'est lui qui est concerné. C'est lui qui est concerné. Donc, on doit l'amener, au lieu de lui imposer des choses, on doit l'amener, même si il ne choisit pas, mais on doit l'amener à adhérer, à s'approprier, à intégrer le fait qu'il doit, qu'il est important et que tout ce que l'on fait dans la classe, tout ce que l'on fait au niveau de l'enseignement, c'est pour lui. Parce que au niveau de l'enseignement des langues, on le voit. L'enseignant va imaginer les réponses. Il a un texte, il imagine les réponses, il imagine que l'apprenant va répondre de cette manière.
mais ça doit rester au niveau des hypothèses et savoir que lorsqu'on est en situation réelle, il est possible que l'apprenant réponde autrement. Donc, même lorsque l'apprenant répond autrement, on va abonder dans son sens, quitte à revenir sur ce que nous voulons qu'il apprenne. Donc, cette flexibilité-là importante, nous devons faire preuve de flexibilité, de réflexivité et de tact pour que ceux-là pour lesquels nous nous évertions à réfléchir sur les contenus puissent vraiment s'intéresser. Vous voyez, le fonctionnement de la société fait qu'il y a tellement de contraintes qu'il est important qu'ils apprennent avec plaisir. Et pour apprendre avec plaisir, ce ne sera pas avec la baguette, ce ne sera pas avec les sanctions, mais ce sera certainement en l'amenant. On doit réfléchir sur des stratégies pour mieux apprendre, je crois. C'est donc toute la posture d'accompagnement dont on parle aujourd'hui, en fait. Hein. C'est travailler sur l'accompagnement des apprenants aujourd'hui. Oui, travailler sur l'accompagnement des apprenants. En réalité, celui qui doit le plus travailler, c'est l'enseignant. Oui. Savoir comment il fait pour accompagner les apprenants. D'accord. On poursuit avec les questions. Alors déjà là, il y a, je ne sais pas si Karen avait répondu à la question de Ferdinand. Il demandait quelles ont été les difficultés pour la mise en route de cette expérience et puis comment vous avez géré l'inégalité de l'accès aux outils et surtout l'accès à Internet. En fait, c'est la grande problématique ici en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'accès à Internet. Peut-être qu'il faudrait que, comme on a mis l'école obligatoire et peut-être l'école gratuite, peut-être penser aussi à faire d'outils informatiques, donc notamment Internet, un Internet qui serait gratuit, parce que si ça devient indispensable aujourd'hui pour enseigner en cette période de confinement qui semble indéterminée, peut-être qu'il va falloir revoir les modalités d'accès, parce que beaucoup encore n'y arrivent pas à cause du coût. Même WhatsApp qui est moins cher, WhatsApp nécessite quand même une connexion Internet ou encore des données mobiles. Et moi, je vois quand je travaille avec mes étudiants, pourtant adultes et puis dans des structures quand même assez intéressantes, on n'y arrive pas toujours et beaucoup d'enseignants peuvent le confirmer. Donc, quelles ont été les difficultés? Ou même Madame Meillon qui a utilisé WhatsApp ici. Hein, vous avez utilisé WhatsApp à Funibert. Quelles sont les difficultés et comment vous faites pour gérer tout ça? Ben, si vous me permettez, en fait, j'ai déjà répondu, mais je vais le refaire en mots, quoi, en paroles plutôt. En fait, on n'a pas pu aider les étudiants dans mon université au niveau de l'accès aux outils. Mais on a pu donner un appui financier au niveau de l'accès à l'Internet. Il y a encore, bien sûr, il y a des endroits en Eswatini où l'Internet est inaccessible, même avec tout ce que vous voulez. Le réseau ne passe pas. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois que la responsabilité principale est celle du gouvernement à ce niveau-là. C'est vrai que nous, par exemple, à l'université, on a eu l'appui du PNUD qui a donné l'accès à l'Internet à tous nos étudiants, mais pendant une période bien déterminée. Donc, entre-temps, cette période est dépassée, donc maintenant, il faut que tout le monde se débrouille. Donc, ça reste un grand défi. Et je crois que ça va le rester pendant un certain temps, sauf que je vois qu'en ce moment, dans l'enseignement primaire et secondaire, le gouvernement a acheté, s'est procuré des tablettes et que donc, au niveau des écoles, il y a maintenant déjà des tablettes. Donc, une partie des élèves sont maintenant
physiquement en classe, alors que l'autre partie peut emprunter les tablettes et travailler de chez eux. Donc, tout doucement, il y a des solutions qui se mettent en place. Eugénie, peut-être d'autres apports? Oui, au niveau de... Bon, c'était pas tant, c'était les étudiants de l'ENES. Le problème de crédit Internet se pose régulièrement et de capacité du téléphone parce que beaucoup n'ont pas d'ordinateur pour télécharger, pour vider la mémoire de leur téléphone. Donc, à chaque fois, il est dans une classe de 30 ou 25, vous allez avoir au moins 10 qui vous disent que ben, moi, j'ai plus de crédit, j'ai pas pu me connecter, mon téléphone est tombé dans l'eau, on m'a volé le téléphone. Donc, il y a toujours une raison ou une autre qui empêche vraiment de travailler de façon optimum. Donc, je crois que il y a là des pistes de réflexion pour voir comment aider. Parce que si nous devons favoriser le distanciel, il faut accompagner. Il faut accompagner, il faut structurer l'environnement de façon à ce qu'il y ait, il faut peut-être qu'il y ait des bornes à Internet pour que par rapport à tel ou tel cours, l'étudiant vienne recharger son téléphone et qu'il puisse travailler. Au moins, si c'est structuré, c'est contrôlé, ils pourront valablement travailler parce qu'il y a toujours cet écart-là entre ceux qui ont, ou bien ceux qui savent gérer. Parce que pour nous, les étudiants de l'ENES, la plupart sont tous des boursiers, mais pour diverses raisons, la gestion d'Internet semble poser problème. Alors, il y avait une question de Sabrina Kaba depuis le Sénégal qui disait, doit-on se limiter à une simple dichotomie apprentissage, avant que je me perds un peu, apprentissage, enseignement, voilà, donc apprentissage actif versus apprentissage passif au cours d'une même séance. N'est-il pas possible de proposer une variété? Alors, c'est une variété. Je ne pas le message en entier. Donc, pour moi. Sabrina, si tu es là, tu peux prendre la parole. Je ne lis pas bien les messages ici en entier. Désolée. Ou Karen, oui, Anna, oui, tu Mireille. vois la question? Tu vois la Oui, question Mireille, entière? je me rappelle de la question en fait. L'idée, c'est que vraiment en partant du soi-disant passif et en allant vers l'actif, évidemment, ce n'est pas une seule dichotomie. C'est la dichotomie principale. C'est que tout ce qui se fait doit mener à quelque chose de plus actif. Ça ne veut pas dire que lors d'une leçon ou lors d'une session, on ne fait qu'être actif. Il y a des moments où certains d'entre nous seront plus actifs, moins actifs, plus passifs. Mais je crois que l'idée est aussi d'aller vraiment vers un multistratégique, un multimodal. Et c'est ce que aussi l'Internet nous permet. On peut regarder, on peut écouter, on peut lire, on peut écrire, on peut faire plein de choses lorsqu'on est engagé ensemble comme nous sommes en ce moment. Donc, je crois vraiment, ce n'est pas vraiment une dichotomie, c'est un continu, un continuum entre ce qui est plus passif et ce qui est plus actif. Donc, individuel, mais aussi de groupe. Donc, aller ça va dans quel sens? De passif à l'actif, évidemment. Oui, on l'espère. D'accord. En tout cas, Sabrina, tu peux compléter ta question si tu n'es pas satisfaite, intervenir. Tu as la possibilité d'activer ton micro. En attendant, il y a Ali Lom aussi du Sénégal. Je sais qu'on a répondu déjà à pas mal de questions dans le chat, mais comme nous sommes aussi suivis en direct
sur YouTube. Donc, il y a des questions que je reprends. Alors, pensez-vous qu'il est possible sur le continent de dérouler un enseignement à distance? C'est ce que demandait Ali Lam, parce qu'il dit que même dans les universités virtuelles, il observe quand même qu'il y a certaines activités qui nécessitent une pratique un peu mixte ici de l'enseignement. Je pense que je le disais tout à l'heure que, en fait, la formation à distance, elle est perfectible. Elle est perfectible. Dans on verra que de la même manière, il y a de multiples intelligences, c'est-à-dire des personnes qui apprennent d'une certaine façon. Il y a des gens qui peuvent apprendre totalement en ligne et d'autres qui auront besoin de présentiel. Donc, cette variété liée au public cible fait en sorte qu'il faut diversifier les stratégies d'enseignement, les formes d'enseignement, apprentissage et en tenir compte. Dans une université virtuelle, la première chose est de former les enseignants qui interviennent de façon à ce que les outils qui sont mis à la disposition des étudiants soient effectivement interactifs. Je crois que c'est dans l'une de vos présentations, Mireille, où avec Raymond, vous avez mis que mettre un cours en ligne ne signifie pas prendre un PDF et le mettre directement en ligne. Il faut une scénarisation. Donc, tous ces éléments-là doivent être pris en compte en sachant que nous n'avons pas en face de nous des robots. Ce sont des gens qui réfléchissent, des personnes qui ont besoin d'apprendre, mais l'éducation tout au long de la vie et l'éducation hors du temps fait en sorte qu'il faut mettre en avant de nouveaux outils permettant d'accéder à des connaissances multivariées. Donc, une université virtuelle. L'être humain est un être tactile. Donc, il aura envie il aura besoin d'un contact, d'une explication, même s'il a compris, mais il aura toujours besoin même si c'est la secrétaire du département qui lui explique ce qu'il sait déjà, mais le fait d'avoir affaire à un individu l'amènera à désirer ce contact-là. Parce qu'il y a des formations, des institutions qui ont perfectionné la formation en ligne, de façon à ce que si vous avez une question, il y a un tuteur virtuel qui vous répond. Il y a un enseignant virtuel qui va vous répondre, mais ça reste de l'ordre du virtuel, alors que nous avons besoin d'être en contact les uns avec les autres. Donc, la formation des enseignants est importante pour que le service soit de plus en plus allégé. Parce que la formation à distance, n'oublions pas qu'elle peut répondre aussi à un besoin. Par exemple, les effectifs pléthoriques que nous connaissons dans les amphithéâtres et autres, et en temps de pandémie, vous voyez bien qu'arriver dans un amphithéâtre où il y a 1000 personnes, même masquées, vous allez quand même attraper le virus quelque part. Donc, c'est important. Moi, je pense aussi que c'est vrai qu'il y a une multitude d'outils actuellement, hein, mais ce n'est pas les outils en fait qui font la formation à distance. Parce que beaucoup de nos apprenants peuvent avoir différents outils, mais on voit qu'il y a beaucoup des travaux en cours là sur l'accompagnement des enseignants. Mais on ne met pas encore trop l'accent sur l'accompagnement des apprenants aussi. Donc, si on a formé les enseignants pour l'enseignement à distance et autres plateformes en ligne, il faut aussi pouvoir accompagner les apprenants. Hein. Donc, même avec WhatsApp, parce que j'en fais l'expérience chaque jour sur le plan personnel ou professionnel,
ben, vous serez bien surpris de voir que WhatsApp, qui semble être connu par tous, n'est pas véritablement maîtrisé, hein, parce qu'il faut un apprentissage aussi de WhatsApp. Donc, est-ce que vous faites ces apprentissages quand vous demandez, par exemple, à vos apprenants vous allez passer par le WhatsApp ou bien par le Zoom ou par un autre outil, ou alors on sous-entend que, bon, lorsqu'on leur a dit qu'on va travailler avec Moodle ou avec WhatsApp, parce que WhatsApp, c'est beaucoup plus familier pour eux, tout le monde a WhatsApp, donc tout le monde connaît WhatsApp. Est-ce que vous faites des formations au préalable? Et je suis d'accord avec Karen qui dit qu'il faut accompagner toutes les parties prenantes. Oui, alors chez nous, en fait, tous les étudiants ont heureusement eu en présentiel ou en présentiel partiel une orientation sur Moodle. Et donc, à partir de Moodle, ensuite, nous, on propose des petites capsules quand nécessaire pour l'utilisation de WhatsApp, l'utilisation de n'importe quel autre outil qu'on va incorporer dans Moodle. Donc oui, absolument, il faut un accompagnement pédagogique et technique, technologique. Les deux sont absolument essentiels. En complétant un peu la question de, merci Karen, de Mireille pour Eugénie, je me demandais justement parce que l'activité qu'elle gère dans une classe pléthorique, ça me semble, j'ai l'impression que les étudiants doivent avoir des stratégies dans le numérique, doivent déjà avoir des compétences de littératie numérique. Et je me demande comment fait Eugénie en particulier, par exemple, cette activité concrètement. Est-ce que tu leur donnes des normes pour les échanges? Est-ce que tu prépares cette activité pour pouvoir en tirer le maximum dans l'apprentissage? Comment tu fais concrètement pour organiser cette activité avec une classe pléthorique, qu'il y ait des échanges qui se suivent, que ce soit efficace, que ce soit riche en échanges? Comment tu fais concrètement? Ok, merci Anna. Au départ, j'étais partie sur des présomptions dont parlait tout à l'heure Mireille, que tout le monde sait utiliser et les jeunes encore plus. Et après, j'ai vite déchanté en me rendant compte qu'il n'en était rien. Donc, aujourd'hui, les consignes sont données et dans la classe, je m'appuie généralement sur ceux qui maîtrisent le plus, parce que dans la classe, il y a toujours au moins deux leaders, aficionados d'Internet, d'informatique, qui maîtrisent, qui va aider les autres, donc c'est ceux-là qui servent de relais par la suite. Parce que la consigne, elle peut être donnée de façon générale. Respecter le temps, ne fût-ce que le temps d'intervention, le temps de production, le temps de construction de l'exercice. Qu'est-ce que vous devez dire? Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans votre énoncé? Il y en a qui se lancent, on dit 2 minutes, 3 minutes. Il y en a qui font 5, qui font 6. Donc là, on doit les amener à reprendre, mais à ne pas se décourager, parce que le plus important, c'est qu'ils aient fait un effort et les amener à respecter, à se sentir valorisés. Donc, un accompagnement sur l'utilisation de l'outil, mais aussi un accompagnement sur la nécessité d'avoir un bon téléphone. Parce que certains, au départ, achetaient tout simplement un téléphone et puis se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas participer valablement aux activités à cause de la qualité du téléphone, à cause de la capacité du téléphone. Donc là, et même aujourd'hui, j'ai encore pu de vérifier, certains se sont améliorés
par rapport à l'utilisation, au choix du téléphone, en réalisant que c'est important d'avoir un bon téléphone, c'est important de vider la mémoire du téléphone, c'est important de répondre aux questions. Les temps d'activité synchrone, dans les temps d'activité synchrone, nous avons souvent moins d'étudiants parce que ceux qui ont le forfait en permanence vont répondre aux questions immédiatement, vont agir. Et les autres, il arrive qu'ils attendent 2 jours. Pas qu'ils attendent 2 jours, c'est après 2 jours qu'ils se connectent et se rendent compte qu'il y a eu une activité. Puisqu'elle est là, ils réagissent et puis ils peuvent être prêts pour le cours suivant. Mais il arrive également que d'autres arrivent au cours suivant sans avoir pu consulter la plateforme. Donc, c'est toujours une question de prédisposition. Je crois que là, ils commencent à se familiariser, se préparer, à comprendre que la situation actuelle doit nous amener à être proactifs, à être réactifs par rapport aux outils, que le téléphone n'est pas seulement juste pour appeler, mais que c'est un outil de travail. D'accord. Il y a un avis de M. Badinga qui disait que la pandémie a malheureusement ou heureusement le mérite d'avoir permis de stimuler chaque État à investir davantage dans le développement des dispositifs. Il y a Madame Azizeh qui partageait son expérience et qui faisait savoir qu'elle utilisait WhatsApp dans un endroit assez reculé du Gabon, mais qu'elle a dû, au préalable, comment dire ça, elle a dû travailler sur les consignes d'usage pour l'accompagnement pédagogique des élèves. Donc, je pense qu'elle a dû peut-être réaliser des capsules ou bien faire une séance pour leur expliquer en fait comment utiliser cet outil-là. Alors, il y a aussi d'autres interventions qui vont à peu près dans le même sens pour vous féliciter et vous encourager. Anna? Il y a Hilaire Bibon Assounou qui voudrait poser une question. Vous voulez réactiver votre micro? Hilaire, est-ce que… Oui, Hilaire, tu peux mettre le son. Vas-y, mets ton son. Tu peux l'activer. C'est bon. D'abord, bravo pour les présentations. J'ai pas une question, c'est beaucoup plus un commentaire et dire que ce qui s'est passé avec les expériences, particulièrement de Madame Eyan, dans un contexte que nous connaissons très, très difficile, c'est déjà quelque chose de très bien pour le contexte gabonais. Et dire que c'est pas des choses qui vont de soi, ce sont des expériences qu'il faudrait répéter et qui peuvent faire en sorte que progressivement, les enfants vont s'habituer. Moi, par exemple, l'expérience que j'ai eue à l'école normale supérieure, je m'appuyais justement sur la motivation des étudiants parce que lorsque les étudiants réalisent que payer, investir sur un ordinateur ou un téléphone portable, c'est un investissement à long terme, c'est pour eux, ils s'engagent. Et parce que finalement, si on ne s'appuie pas sur cette motivation, il est difficile de réaliser ce genre d'expérience. Et dire que, en finalité, ça pose quand même un problème au niveau de la double fracture numérique et la fracture cognitive. Parce que quand certains étudiants peuvent être branchés pendant que le cours se déroule, ça leur permet de mieux participer à l'activité qui est en cours. Mais lorsqu'ils reviennent, pendant que les autres ont déjà terminé l'activité, ce n'est pas toujours évident. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la motivation des enfants pour les prochaines activités, pour que au moins tous les étudiants participent au même moment. C'est difficile, mais je pense que ce n'est pas la motivation des étudiants, surtout à l'école normale supérieure, ce sont les adultes. Ils peuvent mettre un peu, se sacrifier un tout petit peu, réaliser que la formation a un coût et c'est en cela qu'on pourrait facilement arriver
félicitations, bravo, Madame Eyang. Bravo, Eugénie, bravo, Karen. Vous avez des réactions? Non, juste pour dire que oui, il faut qu'on encourage les jeunes enseignants, qu'on encourage les élèves, les étudiants. En fait, il faut qu'on s'encourage tout le temps. Mais ça fait partie de notre profession, à mon avis. En tant qu'enseignant, c'est ce que nous faisons, c'est motiver les gens à apprendre et ne jamais s'arrêter d'apprendre. C'est sur ça que j'aimerais, moi, terminer, quoi. Il y a Laurent qui a une question, je crois, pour vous. Oui, Laurent, je crois que tu peux y aller. Okay. Bon, ma question, elle est adressée à Karen. Bon, déjà, tout ce que je félicite, pas que je félicite, je me reconnais en plein là-dedans. Ça me conforte que ce que j'ai fait auparavant et que j'ai dû dire que c'était commun à l'Afrique subsaharienne, ça se confirme. La fracture numérique, l'Internet reste un luxe en Afrique. Voilà, ça se confirme. Et je me suis largement reconnu dans la méthodologie de mon maître, le professeur Yang, qui c'est exactement ce qu'elle m'a enseigné dans la méthodologie pour pouvoir faire ce type de travail. Je suis reconnu en plein dedans. Et ça, toutefois, ça a cadré exactement avec ce qu'on a fait l'an dernier, où j'ai éprouvé le protocole, surtout dans les zones reculées, pour qu'on puisse avoir le meilleur, pour voir comment les personnes qui sont limitées, des personnes qui n'ont pas 100 francs CFA pour avoir de la connexion Internet, comment ils se comportent lorsqu'on dit qu'on va utiliser dorénavant WhatsApp pour pouvoir échanger. On a éprouvé le protocole et on a eu des résultats dont le contenu est dans l'article que nous avons publié. Maintenant, je m'incline singulièrement sur le propos de Karen, où elle a évoqué l'apprentissage des langues et elle a présenté un tableau où elle indiquait elle n'a pas retrouvé celui qui est en langue française et elle indiquait on peut avoir un contenu ayant du texte et des images et comme ça. Je voudrais savoir si éventuellement elle a fait un travail d'ordre pratique, quoi. Si elle a observé pratiquement si on pouvait utiliser, parce que moi, j'ai utilisé pour mon protocole WhatsApp, c'était pour les cours scientifiques, par exemple les mathématiques. Comment est-ce qu'un élève peut faire de la mathématique en utilisant ce protocole dans la classe? Mais ici, on parle de l'apprentissage des langues. Et elle a précisé comment est-ce que l'échange peut... Je veux savoir si pratiquement, elle a eu à mettre en exergue, un peu comme le professeur Yang a présenté, est-ce qu'elle a mis en exergue l'apprentissage des langues avec WhatsApp et elle a eu un retour des apprenants? Parce qu'en dessous de ça, elle va découvrir qu'il y a beaucoup de manquements. Parce que quand moi j'ai voulu utiliser pour les langues, j'ai observé des limites. Et du côté scientifique, c'était encore plus digeste. L'élève pouvait faire de la mathématique et filmer, envoyer à son enseignant. Mais au niveau de l'apprentissage des langues, il y a des manquements. Je voudrais qu'elle partage son expérience pour que je vois si ça converge avec ce que j'ai eu. Merci. Oui, merci Laurent. Alors, je crois qu'une des choses qu'on peut faire facilement avec WhatsApp, lors d'un apprentissage des langues, c'est par exemple demander aux apprenants de prendre une photo ou de montrer une photo et de commenter ce qu'il y a sur la photo. Donc ça, c'est très facile à faire. On peut faire des jeux de rôle entre deux étudiants et enregistrer ça sur vidéo et puis demander à d'autres de faire des commentaires sur cela. On peut même avoir des observations de classe si on veut. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à faire. Évidemment, les défis sont là comme dans toutes les matières. Mais je crois que surtout pour un apprentissage des langues, l'outil est parfait. Alors, il y a évidemment d'autres choses un peu délicates, je dirais, c'est que l'utilisation de l'Internet et des outils qui existent mène aussi les étudiants à utiliser Google Translate, DeepL, etc. et donc à sauter
des étapes d'apprentissage. Donc là, vraiment, il y a un problème. Évidemment, dans la vie de tous les jours, lorsque nous voyageons dans un pays où on ne connaît pas la langue, nous allons aussi utiliser Google Translate ou d'autres outils. Donc, je crois qu'il vaut mieux montrer aux étudiants que oui, on peut utiliser ces outils, mais ces outils ne sont pas parfaits et qu'on ne voit que les limites de ces outils quand on a déjà des compétences assez élevées. Et c'est pour ça qu'il faut quand même continuer à apprendre une langue. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question, Laurent, mais voilà ce que je pense. Bon, après, je pense que le débat peut se poursuivre aussi sur le site ou bien en mode asynchrone sur TIS Afrique. Il y a Baba qui voulait intervenir. Je pense que ça va être l'une de nos dernières interventions parce que là, on va vers les 2 heures. Donc, Baba, tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'était juste pour vous féliciter. Je n'ai pas de questions particulières. J'ai pris le train en marche. J'ai trouvé le débat très intéressant. Je félicite Karen et l'autre qui a exposé tout à l'heure. Merci. Merci. Alors, je vais peut-être, avant de passer la parole à Anna, je me pose quand même cette question. Je me dis, depuis un certain temps, on travaille un peu sur les enjeux du numérique, sur, comme on a fait aujourd'hui, de l'apprentissage passif à l'apprentissage actif grâce à la pandémie. On se rend bien compte que finalement, la COVID n'a pas que du mauvais dans le sens de la maladie, mais finalement, ça a peut-être été, comme disait Anna au début, un stimulus. Ça a suscité un nouveau rapport à l'apprendre et que ça ouvre pas mal de possibilités, même pour des contextes, par exemple, d'effectifs pléthoriques. Je vois ici, à travers l'enseignement à distance, pas mal de solutions, peut-être pour nos classes à effectifs pléthoriques. Alors, les problèmes de connexion Internet sont vraiment les plus récurrents pour arriver à quelque chose d'optimum dans l'enseignement à distance. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser, bon, c'est peut-être un peu fort pour l'instant de dire, à faire une pétition ou bien rédiger un document pour que l'accès à Internet ce soit plus comme le Graal, quoi. Est-ce que vous n'envisagez pas vous n'avez pas des pistes de réflexion, des solutions éventuelles pour l'accès à Internet, que Internet soit comme la lumière dans la classe? Non, c'est une excellente l'exemple, l'exemple donné par Mireille me fait sourire parce que la lumière dans la classe, parfois il y a des coupures. J'en ai fait l'expérience la semaine dernière. Anna peut témoigner. Oui, et en réalité, aujourd'hui, je pense que pour nos pays, je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des services qui s'améliorent, ils ont tendance à se détériorer. Parce que lorsque les débuts d'une activité sont toujours balbutiants, pas très sûrs, et au fur et à mesure qu'on avance, on devrait avoir une meilleure qualité des produits. Et on se rend compte que parfois, même lorsque vous êtes chez vous, votre ordinateur peut être connecté, mais pas le téléphone. Pour la même position. Et là, ça peut durer pendant plusieurs jours. Je pense qu'il faut peut-être faire, comme je le disais, une pétition et dire que nous utilisons Internet pour travailler, donc que les ingénieurs puissent se mettre au travail pour nous offrir un service de qualité au niveau de la connexion. Y a-t-il Diane qui voulait aussi intervenir? Merci à tout le monde. Vraiment, ça a été une activité très intéressante, autant au niveau des participations que de la présentation. Mireille m'a un peu fait sourire quand elle a parlé de l'Internet comme lumière en classe, puisque déjà,
il faut s'assurer que nous ayons même des lumières en classe, en termes sans métaphore, qu'il y ait simplement de l'électricité dans nos classes. Donc, ça m'a un peu fait sourire, puisque ici, dans nos milieux, dans nos contrées, l'accès même à l'électricité dans les classes est extrêmement compliqué. Mais moi, je me dis que quand même, nos États, nous pourrons pousser nos États, pas peut-être à travers des pétitions, mais des documents de sensibilisation, des productions où on peut pousser les États à travailler avec les opérateurs de téléphonie mobile et d'accès Internet pour proposer des accès soit gratuits ou bien des accès vraiment à moindre coût pour accéder à certains outils tels que WhatsApp, c'est possible. Hein. C'est possible qu'il y ait des accès à WhatsApp très réduits si les États s'impliquent. Et aussi, je pense que ça nous interpelle tous hein, en tant que concepteurs et ingénieurs pédagogiques dans la conception, on va dire quoi, soit de petites capsules, soit d'outils qui ne sont pas entièrement liés à Internet, quoi. À mon sens, cela peut être une piste hein, que même sur laquelle le groupe peut vraiment réfléchir comment concevoir des petits outils qui travaillent sur le contenu des programmes, sur le contenu des enseignements, qui ne soient pas entièrement liés à Internet. Des outils qui pourraient même être intégrés dans les tablettes dont parlait par exemple Karen, qui à mon sens est un bon exemple, des tablettes numériques avec des outils, des applications qui peuvent être utilisées par un groupe pendant un moment donné et utilisées par d'autres groupes à d'autres moments. C'est ce que je voulais juste ajouter. Merci à tous et bravo. D'accord, merci. Il y a aussi M. Ibinga, je crois qu'il veut compléter. Alors, allez-y. Oui, Madame Ibinga, activez votre micro, c'est bon. Bonjour à tous et merci à professeur et à Karen par rapport à leur présentation. On ne vous entend pas très bien, votre micro, le son ne passe pas bien. Sinon, vous écrivez la question si on ne vous entend pas, parce qu'on ne vous entend pas du tout. C'est encore pire qu'avant. On va d'abord vous laisser écrire la question parce que là, on ne vous entend pas et donner la possibilité à Hilaire de contribuer. Hilaire, vas-y. Hilaire, tu as la parole. La ministre de la Culture. Simplement, par rapport à votre participation, je ne sais pas dans quelles conditions il peut être possible de temps en temps d'inviter les responsables politiques, les gens qui sont dans les décideurs au niveau des ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, d'assister à ce genre de communication parce que ça se passe là entre les chercheurs, entre les enseignants, mais ils ne sont pas toujours au courant de ce qui se passe. Mais ils peuvent peut-être plus motivés s'ils participaient également, n'est-ce pas, à nos différentes communications. Voilà un peu Je pensais justement à cette orientation comme conclusion. Je me disais, et si nous invitions les partenaires économiques et sociaux à nos futurs webinaires, je venais de l'écrire, donc nous sommes en synchrone. Hilaire, la collègue n'est toujours pas revenue. Anna, vas-y, on va conclure parce que là, ça fait 2 heures déjà. Oui, donc merci à tous et à toutes. Ça a été un vrai plaisir de partager cette rencontre. Merci Eugénie, merci Karen. Donc, vous avez vraiment touché tous les points les plus importants et esquissé vraiment des choses très concrètes comme la flexibilisation, repenser le processus d'enseignement-apprentissage, peut-être 1 heure, un cours, il faudrait repenser peut-être à d'autres types de processus avec d'autres dispositifs, avec d'autres usages. Et aussi ce besoin, donc peut-être, comme disait Mireille, de créer un manifeste argumenté pour pouvoir que tout le monde puisse avoir l'accès à Internet. Si on veut l'inclure dans nos processus, il faudra bien qu'on puisse l'avoir avec nous.
Donc, par exemple, comme on parlait Madame Elian avant, il faudra l'évaluation, par exemple, qu'elle faisait, il fallait que la flexibilise aussi par rapport à l'accès ou pas l'accès aux interactions. Donc, ça serait très intéressant de pouvoir avoir cet accès pour tous. Donc, on va réfléchir à ça, peut-être, entre tous, dans le groupe. Et merci à tout le monde pour ce moment de partage, encore une fois. Et en espérant se retrouver tout bientôt pour la prochaine rencontre. Je te laisse le mot de la fin, Mireille. Non, c'est Karen qui va faire le mot de la fin. Karen, le mot de la fin. Karen a mis sa réaction, c'est son mot de la fin. Bien. Je vous aime, on s'aime et on continue le travail. Voilà. Bien. Au revoir. Merci beaucoup. À la prochaine.